Donc le début du XXe siècle a vu deux révolutions majeures dans les sciences physiques. La première est la relativité générale, la seconde est la mécanique quantique. On a encore un siècle plus tard un grand défi pour nos scientifiques qui est de mêler ces deux théories. La première qui s'applique plutôt à des très grandes échelles pour les corps célestes et la deuxième qui s'applique à des échelles très très petites au niveau subatomique. Donc la physique quantique est quelque chose qui, de façon assez positive, impacte nos vies aujourd'hui, puisqu'elle permet la réalisation de lasers, elle permet la réalisation de tout ce qui est semi-conducteur, et donc les microcontrôleurs, les diodes qu'on utilise au quotidien, tous les appareils avec lesquels on communique aujourd'hui. Et sur un point de vue plus scientifique, c'est une théorie qui, sur une centaine d'années, a eu le temps d'être largement vérifiée, et en particulier a pu prouver sa capacité à prédire des résultats ensuite confirmés par des expériences. D'un autre côté, c'est une théorie physique qui peut être très déroutante quand on l'étudie. Le premier point, c'est qu'elle est complètement contraire à notre intuition d'être humain par rapport au monde qui nous entoure. Et je dirais que la raison principale, c'est qu'aucun phénomène quantique n'est directement observable dans notre expérience du quotidien et de la matière qui nous entoure. Et en particulier, cette dualité entre les particules et les ondes est quelque chose qu'on peut évidemment expérimenter en laboratoire, mais pas ressentir au jour le jour. Un autre souci est les implications philosophiques ou l'image du monde qu'elle nous donne. La première raison est que le modèle de la physique quantique n'est pas un modèle déterministe, mais un modèle probabiliste. Et la deuxième, qui est un petit peu plus récente, qui a donné lieu à un prix Nobel français, est qu'elle nous amène à renoncer à la causalité locale. Alors c'est un mot un peu barbare, ça veut dire qu'on pensait que des actions physiques qu'on réalise génèrent des réactions, mais les génèrent localement, et en particulier, les effets ne peuvent pas se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Des expériences récentes montrent que c'est faux. Et il y a deux citations assez célèbres. La première qui est d'Albert Einstein qui disait « Mais Dieu ne joue pas au dé », parce qu'il avait beaucoup de problèmes philosophiques avec la théorie. Et la deuxième, par rapport aux gens qui essayent de vraiment comprendre qu'est-ce que ça nous dit sur la réalité physique de l'univers, c'est « Tais-toi et fais des calculs ». Alors, les propriétés principales de la physique quantique, un nombre d'entre elles vont être réutilisées dans la suite, c'est ce qu'on appelle l'intrication. L'intrication, c'est un phénomène très particulier qui fait qu'on peut se retrouver avec une ou plusieurs particules dont les états ne peuvent pas être décrits individuellement, mais dans le jargon quantique, on est obligé d'avoir recours à une fonction d'onde en fait, qui recouvre les états de toutes ces particules en même temps. La deuxième, et c'est un bel exemple de choses contre-intuitives à notre intuition, c'est qu'il est complètement impossible de faire une mesure sur un système quantique sans le perturber. C'est-à-dire qu'on va mesurer quelque chose et l'état qui va en résulter est un état tout à fait compatible avec la mesure, mais qui ne sera jamais exactement l'état qu'avait la particule ou l'ensemble de particules avant. Et ce qui est plus connu, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui dit que globalement, une particule, si on sait très bien où elle se trouve, on a de l'imprécision sur sa vitesse et son déplacement, et si on sait très bien dans quelle direction et à quelle vitesse elle va, on a une incertitude sur sa localisation exacte. Le troisième aspect est la superposition des états. Alors l'image que vous avez en bas à gauche, c'est le célèbre chat de Schrödinger, qui était une expérience de pensée visant à un petit peu montrer cet aspect déroutant de la superposition des états, qui est qu'une particule n'est pas limitée à être dans un état précis à un moment donné, mais va toujours avoir une combinaison de plusieurs états. On peut dire de façon improprement, la particule est à plusieurs endroits en même temps.
excusez-moi. Alors, on va essayer de rendre les choses un petit peu plus simples dans le contexte du calcul quantique. On est assez habitué à un bit classique, c'est une valeur avec une réalisation physique. A priori, on n'a que deux états possibles, 0 ou 1, et le bit, à un moment donné, il vaut 0 ou il vaut 1, donc il vaut une de ces deux valeurs. Bon, le qubit, utilisant le principe de superposition, va être dans ce mélange de deux états 0 ou 1. Donc 0 ou 1 n'est pas une propriété physique intrinsèque. Il y a beaucoup de manières de réaliser des qubits physiquement. C'est un état quantique qui correspond à 0, un autre état quantique qui correspond à 1. Et quand on veut décrire l'état de la particule, on va faire un mélange avec des coefficients qui s'avèrent être des nombres complexes, qui vont mélanger le 0 et le 1. Alors avec juste un qubit, on ne va pas pouvoir faire beaucoup de calculs. Donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs qubits en même temps. Et on a parlé précédemment de l'intrication quantique. Ce qui fait que ce que vous avez représenté ici, c'est deux nombres complexes pour l'état d'un qubit. Le nombre de coefficients qui va permettre de décrire un ensemble de n qubits va être exponentiel. Et c'est là que se cache un petit peu la puissance du calcul quantique, puisqu'on a une quantité exponentielle de données qui sont manipulées par le système. Alors, tout ça est assez fantastique pour faire des calculs. On a quand même un problème technique à résoudre, qui est quant à l'implémentation. Comme on l'a dit, la physique quantique ne s'applique qu'à l'échelle subatomique. Donc, on doit faire des calculs sur un photon, un électron, un atome, donc des choses extrêmement petites, et pendant le temps du calcul, cet élément ne doit pas être perturbé du tout. Donc on a des contraintes d'isolation du monde extérieur, et une des sources principales de perturbation des systèmes, c'est la chaleur. Donc on doit avoir le cœur du calculateur quantique à une température extrêmement basse, proche du zéro absolu. Alors, comme dans un ordinateur classique, avoir une façon de représenter une information, des données, est une chose, encore faut-il les manipuler. Alors, pour ceux qui ont fait de l'électronique juste avant l'informatique, on a des portes logiques, la porte et, la porte ou, qui prennent des bits tout à fait déterministes et qui donnent un résultat déterministe. Finalement, les portes quantiques, elles, vont jouer sur ces fameux coefficients dont on a parlé, et on peut les représenter mathématiquement comme une opération qui s'avère être linéaire, qui transforme les coefficients tout au long du calcul, avec une particularité par rapport à l'informatique classique, c'est qu'on ne peut pas détruire d'informations, donc toutes les opérations qu'on doit faire sont inversibles. Donc c'est une contrainte qui est intégrée dans les algorithmes. Et ces coefficients qu'on a manipulés tout au cours de notre algorithme, on veut en tirer quelque chose. Donc on effectue une mesure. Et à la fin, vous l'avez représenté par des petits voltmètres, à la fin d'un calcul, on va effectuer des mesures, et là, on ne va pas avoir accès à l'ensemble des coefficients, c'est une magie qui serait trop forte, mais on va avoir des mesures qui vont dépendre de l'état de ces coefficients, à nouveau de façon probabiliste. Donc pour résumer, un calcul quantique, c'est une préparation d'états quantiques, un enchaînement de portes quantiques qui vont modifier l'état, puis une mesure, et parfois c'est la succession de plusieurs étapes pour, in fine, avoir un calcul statistique. Alors, juste avant de passer aux implications directes sur la cyber, le calculateur quantique a beaucoup d'utilisations futures dans d'autres domaines. On peut l'utiliser pour optimiser le machine learning. On anticipe des évolutions et des applications en médecine. Un des grands défis de la médecine, c'est de pouvoir prédire la forme des protéines pour fabriquer de nouveaux médicaments. Ce sont des calculs extrêmement complexes qui sont très bien réalisés par un calculateur quantique. Et un autre champ d'application est celui de l'optimisation, que ce soit l'optimisation d'utilisation d'énergie, de flux de circulation dans les villes. Un point que je voudrais préciser, on peut parfois lire dans la presse qu'un ordinateur quantique est un ordinateur qui fait tout
beaucoup plus vite, c'est pas entièrement vrai. On parle plutôt d'ailleurs de calculateurs quantiques que d'ordinateurs quantiques. Donc il serait très surprenant que pour les applications classiques de web, de mail, d'Excel, on utilise un calculateur quantique. Il y a a priori peu d'intérêt. Par contre, sur certains problèmes mathématiques, c'est très puissant, à la condition d'avoir des algorithmes quantiques complètement dédiés. Donc quelque part, aujourd'hui, on a des ordinateurs qui ont déjà des périphériques, que ce soit pour traiter du son, pour traiter de la vidéo. Dans un futur lointain hypothétique, on pourrait imaginer avoir un calculateur quantique qui est une sorte de coprocesseur dédié à certaines tâches. Donc le concept de calculateur quantique existait déjà au XXe siècle. Depuis, des chercheurs travaillent sur des algorithmes et des réalisations, des solutions qu'on peut amener à des problèmes mathématiques difficiles. Et on va parler là de deux algorithmes célèbres dans la cryptographie. L'algorithme de Grover. Initialement, cet algorithme permet de chercher un élément qui a une propriété particulière dans une liste. Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'il fait ça plus vite que ne prendrait le temps d'examiner chaque élément de la liste. Donc ça, c'est à nouveau la superposition des états qui permet d'arriver à ce résultat. Et en cryptographie, on peut considérer la liste des clés possibles. La propriété, c'est un chiffré que je connais, provient d'un message clair que je connais. J'applique l'algorithme de Grover et je retrouve la clé. Donc, en termes de complexité, c'est, comment le dire simplement, la puissance de la clé est divisée par 2 par rapport à une attaque en force brute classique. L'algorithme de Shor, lui, s'intéresse à des fonctions périodiques et utilisant un analogue quantique de la transformée de Fourier rapide, il permet de trouver la période d'une fonction. En soi, c'est pas inintéressant, mais c'est pas révolutionnaire. Mais ce problème que l'algorithme de Shor arrive très bien à résoudre peut être utilisé pour casser les cryptosystèmes RSA en factorisant le module, permet aussi de résoudre les problèmes de log discret, et en particulier toute la cryptographie à base de courbes elliptiques. Contrairement à l'algorithme de Grover, où on a une mesure de division par 2 de la taille des clés, sans rentrer dans des détails trop techniques, on peut considérer qu'à partir du moment où on a un ordinateur quantique, les algorithmes RSA et ECC sont complètement cassés. Et donc leur sécurité est virtuellement nulle. Alors, on trouve dans la presse l'expression de l'apocalypse quantique, puisque on est en train de dire que à partir du moment où on a un calculateur quantique suffisamment puissant, une grande partie des mécanismes de sécurité sur lesquels on s'appuie, pour ne citer que lui, SSL, qui permet toutes les communications à distance sécurisées, va voir son niveau de sécurité ramené proche de 0. Donc, pour l'algorithme de Grover, on anticipe un besoin de quelques centaines de bits, et pour casser RSA ou ECC, quelques milliers de bits. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques arrivent à une réalisation d'environ 70 qubits. Donc, à la fois, le nombre de qubits progresse au cours des années et on n'est pas encore au niveau d'être capable de casser des algorithmes cryptographiques pratiques utilisés tous les jours. Il est assez difficile de dire si cet apocalypse viendra dans 2 ans, 5 ans ou 10 ans. En revanche, sur des cas plus petits, un calculateur quantique peut être tout à fait simulé, puisqu'on a bien vu qu'il y avait des mathématiques derrière. Ces calculs-là, on peut les faire, alors d'une façon certes peu efficace sur un calculateur classique. Donc il n'y a aucune question, il n'y a pas de débat sur le fait que ces algorithmes fonctionnent et sur la puissance nécessaire d'un calculateur quantique. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand bien même un calculateur quantique suffisamment grand n'est pas disponible, on a déjà une menace quantique sur nos cryptosystèmes, en particulier parce qu'en fonction des données qu'on manipule, du système, de leur cas d'usage,
il n'est pas impossible que des attaquants enregistrent aujourd'hui nos conversations, qui aujourd'hui sont sûres, et qui demain ne le seront plus. Ce qui nous amène assez naturellement à la cryptographie post-quantique. Donc, comme on l'a vu, pour la cryptographie symétrique, par exemple AES, comme l'algorithme de Grover divise par 2 la taille, la parade est assez simple, on multiplie par 2 la taille. On a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui de l'algorithme AES 128, donc la clé fait 128 bits. Une migration à AES 256 nous ramène face à un hypothétique calculateur quantique au niveau de sécurité qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de réel besoin d'une cryptographie post-quantique pour la cryptographie symétrique. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, l'algorithme de Grover est universel. Il se contrefiche de l'algorithme cryptographique que vous utilisez, comme il équivaut de manière plus efficace à une recherche exhaustive en force brute. Changer d'algo ne changera absolument rien, la seule solution est d'augmenter la taille de clé. En revanche, pour les systèmes utilisés en cryptographie asymétrique, donc Diffie-Hellman pour l'établissement de clés mutuelles, RSA pour le chiffrement ou la signature, ECC pour la signature, on a besoin de remplacer ces algorithmes qui seront un jour cassés. Et pour les remplacer, puisque l'algorithme de Shor existe, qu'on ne peut pas douter de son efficacité, il va falloir s'appuyer sur d'autres problèmes mathématiques. Alors heureusement, dans le monde de la cryptographie, d'autres problèmes étaient considérés comme un petit peu ésotériques ou moins intéressants. Aujourd'hui, ils sont sur le devant de la scène. On a ce qu'on appelle la cryptographie multivariée. Essentiellement, si on regarde les équations de RSA ou ECC, on a très peu de variables. La cryptographie multivariée, c'est des expressions polynomiales, mais avec une quantité très grande de variables, où on n'a pas ces phénomènes de périodicité, et donc on n'a pas le cas d'application de l'algorithme de Shor. Un autre domaine très prometteur est celui des réseaux euclidiens. C'est un petit peu d'émaillage dans un grand nombre de dimensions. Et surtout, je voudrais insister sur ce point, la cryptographie post-quantique n'est pas une technologie quantique. C'est la conception de nouveaux algorithmes qui vont tourner sur des ordinateurs classiques et donc qu'on peut déployer dès aujourd'hui. Cependant, il y a 2 impacts dont il va falloir tenir compte. Le premier qui est l'impact possible en fonction du choix de l'algorithme post-quantique sur les performances, et le second qui est la migration, puisque tous ces systèmes cryptographiques sont de façon universelle présents dans nos systèmes d'information. Migrer d'un algorithme à un autre n'est pas forcément chose aisée. Dernier point, on ne vit plus dans un monde où chacun a son petit algorithme à lui. On a tendance à s'appuyer sur des standards. Donc on a non seulement besoin de cryptographie post-quantique, mais on a besoin de standardisation dans ce domaine. Et donc le NIST, le National Institute for Standard Technologies, a lancé un grand challenge mondial pour la définition d'algorithmes cryptographiques post-quantiques. Donc c'est un process qui est encore en cours. Cet été, en juillet, une phase de sélection supplémentaire a été passée. On en est au round 3. Il y a bien sûr plusieurs catégories. Chiffrement à clé publique, établissement de clés à distance, signature numérique. Donc la sécurité de l'algorithme est un critère, mais pour que ça soit déployable, beaucoup d'autres critères de sélection sont appliqués. La compacité potentielle du code qui va implémenter l'algorithme, en particulier pour tout ce qui est IoT et device contraints, la taille des clés, la taille des messages chiffrés ou des signatures, et pour les réalisations matérielles, la facilité ou la difficulté d'adapter ces algorithmes pour résoudre à ce qu'on appelle les attaques à canaux cachés, les attaques par faute. Un autre élément, c'est que même dans la catégorie signature, par exemple, il y a plusieurs types de signatures. Donc, une fois que les standards seront établis, il y aura aussi une charge dans le design et l'architecture de système qui sera de choisir l'algorithme qui est le plus adapté en fonction du cas d'usage et des contraintes techniques de déploiement. Donc Thales travaille activement dans ce domaine. Notre laboratoire crypto
à collaborer avec d'autres acteurs à la définition d'un candidat à la signature digitale. Donc l'algorithme Falcon est toujours dans la liste du round 3. Il a la particularité d'avoir une empreinte de code, quand il est correctement implémenté, qui est tout à fait raisonnable. La taille des signatures est elle aussi gérable. Au niveau de la sécurité, on a des preuves d'équivalence de la difficulté de casser Falcon avec des problèmes mathématiques identifiés, donc un bon niveau de confiance dans le niveau de sécurité apporté par l'algorithme. Et sur les performances d'exécution, on a une vérification des signatures qui est aussi rapide que ce qu'on peut observer sur des algorithmes classiques aujourd'hui, et on a un petit overhead au niveau de la génération des signatures. Donc ce travail d'anticipation qui a été mené continue aujourd'hui par des développements, des investigations sur les implémentations, et Thales commence à incorporer de la technologie post-quantique dans notre gamme produit, et en particulier au niveau des chiffreurs réseau, en collaboration avec la société australienne Senetas, on a aujourd'hui un chiffreur de niveau 2 capable d'embarquer de la cryptographie post-quantique. La première approche qu'on a eue des implications de la physique quantique était certes constructive sur le calculateur quantique, mais assez destructrice sur la cryptographie. Alors, on peut aussi utiliser, afin de construire les propriétés de la mécanique quantique, et c'est ce qu'on appelle la distribution de clés quantiques, qui va permettre d'établir à distance un nombre aléatoire connu des deux extrémités du système, de façon à pouvoir l'utiliser en particulier pour une clé symétrique, en ayant bien sûr pris soin de doubler la taille par rapport à ce qu'on faisait avant. Lorsqu'on étudie la sécurité de ce système, on se ramène aux lois de la physique. Souvenez-vous, on avait parlé du fait que toute mesure perturbe le système. Là, on va s'échanger des particules. Un des modèles de réalisation est autour de la polarisation des photons. À partir du moment où un attaquant va essayer de se mettre sur la ligne et de mesurer l'état du photon, il va le perturber. Et quand on combine cet effet physique à la théorie d'information de Shannon, par ailleurs utilisée très largement dans la cryptographie depuis 70 ans, on va arriver à une preuve de la sécurité du système. Je voudrais pondérer cet élément, pas pour en limiter la portée, mais pour avoir bien conscience, c'est que le système, les photons et le protocole élémentaire peut être avec un niveau de sécurité absolu garanti par la physique et la théorie de l'information. Le fait est qu'on va avoir recours à des implémentations avec des appareils. On l'a vu depuis la fin des années 90 avec les attaques par canaux cachés. On peut imaginer des attaques aussi s'appliquant sur les distributions de clés quantiques. En particulier, quand on a des lignes assez longues et qu'on a une perte des photons qui sont envoyés, on peut envoyer plusieurs fois les photons. Ce qui peut arriver, c'est que de par la courbure de la fibre optique, certains photons sortent de la fibre optique et soient observés par un attaquant. Donc le message ici est oui, les lois de la physique amènent un niveau de sécurité, mais attention à la manière dont le système est implémenté. On a aussi quelques limitations. De par les propriétés quantiques, on ne peut pas avoir un pur répéteur. Donc on va avoir recours à ce qu'on appelle des secure nodes, c'est-à-dire que si je dois aller d'un point A à un point B qui sont trop distants, je vais passer par un point C intermédiaire et avoir deux systèmes quantiques. Et donc j'ai un endroit où je vais recréer ma communication quantique et sur lequel je vais devoir prendre un extrême soin sur sa sécurité. Ça vient de la portée qui est celle de la fibre optique. On est aujourd'hui à quelques centaines de kilomètres sur du terrestre. Maintenant, on peut utiliser aussi ce type de concept pour de la communication avec des satellites. Et à ce moment-là, la dépendance sera plus la capacité du laser à atteindre le satellite. Et donc, on est dépendant de la météo.
Donc à nouveau, c'est un domaine sur lequel Thales est très actif. Nos laboratoires de recherche, il y a plus d'une dizaine d'années, ont réalisé des proof of concept de technologie de distribution de clés quantiques. Nous avons travaillé avec des sociétés à la pointe de ces technologies pour intégrer nos chiffreurs réseau avec leurs boîtiers de QKD. Et Thales est aussi très impliqué dans les projets collaboratifs. On en a au niveau de l'Europe. La France a annoncé un plan quantique. Donc on a le projet OpenQKD qui couvre à la fois les aspects terrestres et satellites. EuroQCI a une ambition assez forte de développer un système sécurisé par la technologie quantique à l'échelle du continent européen. Et on est en pilote aussi dans le projet Paris Région QCI avec une quinzaine de nœuds, dont un à notre laboratoire sur le plateau de Saclay, utilisant à nouveau des systèmes d'établissement de clés à distance quantique. Donc, on peut passer maintenant à la grande question qui est « tout ça est bien beau, mais j'ai mon système, j'ai mon infrastructure, et qu'est-ce que je peux en faire ?» Je pense que la première question à se poser est de savoir quand vais-je devoir migrer mes technologies cryptographiques, soit vers de la cryptographie post-quantique, soit vers de la distribution de clés quantiques, soit une combinaison des deux. Je pense qu'il faut se ramener aux questions, somme toute assez habituelles, de l'analyse de risque. La première est, qui sont mes attaquants? Est-ce que ce sont des hackers dans leur garage? Est-ce que je fais face au crime organisé? Ou est-ce que je suis menacé par des organismes étatiques? Parce qu'on a la question, quand est-ce qu'un ordinateur quantique suffisamment grand pour casser le système sera disponible? Mais cette question ne va pas être universelle. On peut s'attendre à avoir, dans un premier temps, des gouvernements à avoir accès à ce type de technologie, puis des personnes ayant des moyens, et sans doute des années plus tard, voir cette technologie disponible pour tout un chacun. La deuxième, c'est quelle est la valeur de mes données? Parce que ces systèmes-là, on a vu que c'était de la haute technologie, que ça nécessitait des systèmes de refroidissement. Donc aujourd'hui et demain, le coût de calcul quantique va être exorbitant. Donc la valeur des données sera à mettre en regard des moyens que les attaquants vont pouvoir et vouloir mettre pour les casser. Un élément peut-être encore plus important est de savoir, cette donnée que je manipule aujourd'hui, pendant combien de temps va-t-elle être sensible? Si je prends le numéro de ma carte bancaire, essentiellement, je considère que ce ne sera plus une donnée sensible à la date d'expiration de cette carte. Maintenant, si on discute de secret de la défense nationale, on ne parle plus d'années, on parle de décennies. Il faut aussi avoir une vision claire sur la dépendance qu'on a par rapport à des standards. On parlait de la compétition du NIST, tout ça est public, des algorithmes sont disponibles, ils ne sont pas standardisés aujourd'hui. En fonction de vos contraintes, vous pouvez décider aujourd'hui de migrer vers l'un d'entre eux, ou alors vous pouvez considérer que vous allez devoir passer des certifications ou que vous avez des obligations réglementaires à vous conformer à des standards. Et il faudra, dans une certaine mesure, attendre qu'un standard soit complètement formalisé. Et le dernier point, c'est commencer à mesurer à anticiper le temps que la migration va vous prendre. Comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est potentiellement complexe. Et donc, il va falloir faire en sorte que votre temps de préparation plus votre temps de migration effective soit plus court que le temps que va prendre la technologie à se développer et à nous amener de façon concrète et réelle cette menace quantique. Alors, un élément important et qui va pouvoir aider, c'est ce qu'on appelle l'agilité cryptographique. Dans les systèmes, comme la cybersécurité doit être un composant fondamental, on retrouve souvent les briques cryptographiques au plus profond dans les couches basses.
on voit souvent une dépendance au format des clés, à la taille des clés. C'est vrai dans les systèmes informatiques, c'est encore plus vrai dans les systèmes embarqués. On peut être aussi, tout bêtement, complètement dépendant sur la taille des paquets pour les algorithmes de chiffrement. Ça, c'est un aspect. Le deuxième, c'est qu'on s'appuie tous sur des hiérarchies de clés symétriques ou des infrastructures à clés publiques. Puisqu'on va devoir changer d'algorithme, on va devoir aussi être capable de les mettre à jour à distance, ces clés. Et l'agilité crypto, pour ceux qui considèrent que bon, tout ça est bien beau, mais l'ordinateur quantique, on ne le verra pas avant 2070, l'agilité cryptographique ne sert pas qu'à se protéger de la menace d'un calculateur quantique. On voit de la recherche en cryptographie. On a vu des algorithmes utilisés il n'y a pas si longtemps, comme l'algorithme de hachage SHA-1, qui ont été cassés. Et donc, on est quand même amené, hors technologie quantique, juste de par la recherche en cryptographie, à faire évoluer. Donc, cette propriété est de toute façon bénéfique à vos systèmes et à l'économie de vos infrastructures. Donc, ma conclusion, c'est sans faire d'alarmisme, on a devant nous une réelle menace et je pense qu'il faut en tenir compte dès aujourd'hui. En pratique, il faut d'abord suivre les évolutions de l'état de l'art pour affiner cette vision de quand tout cela va-t-il arriver. Le deuxième, c'est d'effectuer d'ores et déjà cette évaluation du risque dont on a parlé. Ces migrations vont nécessiter du budget, vont nécessiter de dérouter des experts. Donc je pense que l'awareness du top management dans les différentes entités est nécessaire pour préparer la migration. Et quand bien même il y a pas mal d'inconnus dans tout ça, ma recommandation est d'établir une roadmap, de commencer à la dérouler, quitte à l'ajuster parce qu'on surveille l'état de l'art, parce qu'on est au courant des évolutions. En parallèle, à chaque fois que vous avez des nouveaux systèmes ou des occasions de mettre à jour, intégrez bien l'agilité cryptographie dans les exigences de l'architecture de vos systèmes. Si vous prévoyez à terme de migrer vers des systèmes de distribution de clés quantiques, ces systèmes, pour la partie terrestre, nécessitent des infrastructures qui peuvent être longues à mettre en place. Et le dernier élément, c'est que vous aurez besoin sans doute de pouvoir mettre à jour en fonction des évolutions, l'évolution des standards, l'évolution de la menace, vos algorithmes. Donc très importants sont les mécanismes de mise à jour à distance du logiciel, en particulier des briques cryptographiques, mais de manière sécure. Ce qui nous amène à la fin de la présentation, et la bonne nouvelle est qu'il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Merci de votre attention. On a une question ici. Ah, il y en a une là-haut, pardon. Bonjour, merci pour votre présentation magistrale. J'ai une question dans la relation de ces évolutions avec l'énergie. Est-ce que vous avez une idée du point de vue des consommations énergétiques de avant, après? C'est une excellente question. La technologie aujourd'hui, comme on l'a vu, elle n'est pas mûre. Et je ne suis pas certain du tout, je pense même que ce n'est pas le cas, que ce qu'on essaye aujourd'hui pour construire des ordinateurs, des calculateurs quantiques à une cinquantaine, 70 qubits, soit celle qui sera utilisée demain. La chance est quand même grande qu'on soit toujours contraint de contrer les effets de la thermodynamique, donc des perturbations. Donc effectivement, à partir du moment où on parle d'un système qui doit être refroidi à moins 270 degrés, on voit de la consommation énergétique. Donc on va
je pense avoir deux effets qui vont aller en sens contraire. Un qui est, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué et donc beaucoup plus coûteux en énergie de faire tourner un calculateur quantique. En revanche, l'amélioration des performances sur certains systèmes est telle qu'on consomme plus d'énergie, mais pendant beaucoup moins de temps. Alors, la prédiction dans ce domaine est un exercice très difficile, surtout sur le futur. Mais je pense que l'évolution fera que peut-être les premières réalisations vont être surconsommatrices, mais qu'in fine, on arrivera, pour des quantités de calcul équivalentes, à une consommation moindre. Si on prend les annonces qu'il y a eu, je crois, l'année dernière, qui disaient, voilà, on est arrivé à la suprématie quantique, donc un bien grand mot pour dire on a résolu un problème avec un calculateur quantique de façon plus rapide que ce qu'on peut faire avec un ordinateur classique. Ce qui était annoncé, c'est que quelques minutes, d'un système qui consomme énormément, était équivalent à des supercalculateurs pendant des dizaines de milliers d'années. Là, on voit que l'équation, normalement, est énergétiquement favorable. Maintenant, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre beaucoup plus précisément. Bonjour. Donc on a beaucoup parlé cryptographie quantique. Par contre, on n'a pas vraiment abordé les aspects communication quantique basés sur l'intrication et les impacts sur les futurs systèmes et moyens de communication. Question très, très large. Alors, tout à fait. J'avais focalisé la présentation sur ce qui est en lien direct avec la cybersécurité. Il y a des domaines très intéressants. Le calcul quantique de façon générale. On a aussi bien pour les systèmes civils, mais en particulier dans la défense, un grand intérêt sur tout ce qui est senseur quantique. Et donc, il y a des travaux de recherche sur, l'acronyme anglais c'est QIN, donc sur des infrastructures de communication quantique. Et effectivement, le but est de se dire, finalement, aujourd'hui, j'ai des ordinateurs classiques, ils manipulent des données et des bits classiques, et on a quelque chose qui est quand même assez sympa, qui s'appelle Internet, qui permet de s'échanger toutes ces informations tout autour de la Terre. Donc il y a des travaux de recherche qui visent à, quelque part, faire la même chose sur les qubits, sur les remontées de senseurs quantiques, et de pouvoir les échanger à distance. Si déjà le calculateur quantique est un défi technologique, les infrastructures d'échange d'informations quantiques sont à des niveaux de TRL qui sont beaucoup plus bas. Par contre, effectivement, c'est un domaine d'investissement pour la recherche et c'est un domaine que chez Thales, nous regardons aussi pour tout ce qui est réseau d'infrastructures. Mais à nouveau, très en anticipation des déploiements réels. Et il y avait deux questions à ma droite. Merci, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation formidable. En fait, moi j'ai une question sur donc la techno quantique arrive, les organisations cybercriminelles peuvent s'en emparer. Savez-vous s'il y a des sociétés de type Bug Bounty, qui est très à la mode ces jours-ci, qui sont en capacité d'appréhender ces risques et par exemple de contrecarrer ou d'essayer de pen-tester, par exemple Falcon ou un autre protocole de ce type-là voilà. C'est ça la question. Alors, directement par rapport au Bug Bounty, j'ai pas connaissance d'activité dans ce sens-là. Et comme les ordinateurs quantiques, ceux qui sont disponibles aujourd'hui, ne sont pas suffisamment grands pour mener les attaques, on n'a pas de test grandeur nature. Donc,
une façon de répondre est de ramener la question à, bon, bah, c'est bien, on développe un algo post-quantique, mais comment on est sûr qu'il résiste? Comment on est sûr que c'est un bon algo? Bah, je dirais qu'il y a 2 éléments de réponse. Pour Falcon, on a cette réduction, donc cette preuve que casser Falcon est équivalent à résoudre un problème mathématique réputé difficile. Le deuxième est inhérent au fonctionnement de tous ces concours internationaux sur la cryptographie. La façon dont ça se passe est un labo participe. Donc un chercheur tout seul ou un groupe de chercheurs travaillent, conçoivent un algorithme, le soumettent. Et on a des dizaines d'équipes au travers le monde qui effectuent cette même tâche. Une fois que ça est fait, tous les algorithmes sont rendus publics. L'intérêt du chercheur est de démontrer à la communauté que son algorithme est le meilleur. Donc à partir du moment où ils ont tous fini cette phase de design, bah, ils travaillent tous à casser les autres algorithmes. Donc la bonne réponse, c'est que une très grande partie des meilleurs experts de la cryptographie, voulant, et c'est tout à fait ça, hein, je ne critique pas, voulant que leur algorithme soit celui qui soit choisi, bah, s'attachent à attaquer les autres algorithmes. Donc c'est une forme de bug bounty, mais qui est vraiment limitée à une communauté d'experts, puisqu'on n'est vraiment pas sur un système complet qui a ses vulnérabilités, mais sur le cœur cryptographique mathématique. Merci, bonjour. C'est plutôt une question, qu'en pensez-vous? J'ai bien entendu la problématique d'analyse de risque, et on attaque souvent la quantique, en tout cas les RSSI que nous sommes, par le côté risque sur la confidentialité, ça a été énormément évoqué. Vous parlez, en fin de compte, aussi beaucoup des algorithmes de signature. Donc j'ai envie de dire, pour une attaque persistante aujourd'hui, est-ce que c'est plus intéressant, en fin de compte, de forger potentiellement des vraies fausses identités qui vont perdurer dans les systèmes d'information? Vous avez parlé d'IGC, etc. Je me dis qu'aujourd'hui, le risque majeur est-il pas plutôt là, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui est capable de forger des vrais certificats électroniques, de usurper des vraies identités et d'accéder de façon dans la durée à des systèmes d'information sans obligatoirement avoir besoin de casser en confidentialité? Et est-ce que ce n'est pas le risque le plus urgent qu'on va être obligé de traiter aujourd'hui? Alors, oui et non. Une fois que les attaques quantiques seront possibles, effectivement, casser les algorithmes de signature, se forger une identité, permet de rentrer dans le système et finalement fait en sorte qu'on ne va pas être obligé de décoder et d'attaquer à répétition toutes les données qui sont dans le système, puisqu'on sera pseudo-légitimement les 2 pieds dans le système. Donc ça, ce que vous dites sera tout à fait vrai dans le futur, une fois que ce problème sera avéré, connu. Aujourd'hui, un tel ordinateur, à notre connaissance, n'existe pas. Donc on n'a pas ce risque que les hackers rentrent dans le système en forgeant une identité. Par contre, on a d'ores et déjà le risque qu'ils enregistrent nos communications et qu'ils puissent les décoder dans le futur. Donc je dirais que dans la temporalité, le panel des attaques pourra être amené à varier. Ouais, merci. Juste, vous parlez de 70 qubits, donc aujourd'hui, qui n'a pas la capacité de traitement d'attaquer certains algorithmes. Mais si on les fait tourner quelques mois, quelques années avant d'attendre, quelque part, est-ce que je ne suis pas capable de créer des certificats électroniques qui ont des durées de vie de 3 à 5 ans potentielles, et donc dans 2 ans, être en mesure déjà de forger une identité électronique qui existe déjà? Ce qui sera beaucoup moins coûteux que de déchiffrer, même dans 5, en permanence, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, alors, je vois ce que vous voulez dire. Le temps n'y change rien, parce que quand je dis, c'est d'ailleurs pas moi, quand la communauté dit bon bah il faut quelques centaines de bits ou quelques milliers de bits, il faut les avoir en même temps. C'est-à-dire que la façon dont l'algorithme de Grover marche et la façon dont l'algorithme de Shor fonctionne font qu'on ne peut pas se dire bah, je vais couper mon problème en 2. Et si j'avais besoin de 140 qubits, bah, ça tombe bien, j'en ai 70.
J'en fais une moitié, enfin j'ai bien conscience que vous ne proposiez pas quelque chose d'aussi simple, mais j'en fais une partie sur 70, je stocke, je découpe mon problème, quitte à le faire 10, 100 000 fois. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que, voilà, à notre connaissance, on n'a pas de façon de le faire, parce qu'on s'appuie sur l'intrication, et parce que, comme on disait, c'est 2 puissance n quand on a n qubits. Ben voilà, entre 70 et 140, ce n'est pas un facteur 2 qu'on a, c'est un facteur 2 puissance 70, donc on est quasiment en nombre de particules dans l'univers, j'exagère un peu. Donc on n'a pas cette menace. Une possibilité, et ça rejoint la question sur l'infrastructure QIN, une possibilité serait de dire, je ne sais pas faire un ordinateur quantique à 70 qubits, à beaucoup plus de 70 qubits, pardon, mais je peux réaliser plusieurs ordinateurs quantiques avec cette technologie et les lier par un réseau QIN. Là, on pourrait peut-être imaginer des attaques qui permettent d'aller un petit peu au-delà de ce que la taille d'un calculateur quantique fait, mais là encore, il y aurait des complexités techniques majeures. Bonjour. Bonjour. Alors on va, je pense, un petit peu descendre au niveau intellectuel parce que c'est une question d'homme de la rue. Alors, concernant l'ordinateur quantique, en fait, ça, dans beaucoup de discussions que j'en ai avec des amis, on se pose des questions sur la blockchain et de son impact potentiel sur les crypto-monnaies. Et ça fait flipper tout le monde. Du coup, c'était une espèce de bulle qui va potentiellement s'effondrer demain. On imagine que demain, il y a une motivation énorme à développer un ordinateur quantique pour remettre en question les blockchains, quels que soient les types de blockchains existantes, parce que la puissance de calcul nécessaire pour hacker, entre guillemets, une blockchain, je crois qu'il faut 50% ou 60% des ordinateurs disponibles qui travaillent sur la blockchain. Après, voilà, c'est une question d'homme de la rue. Je veux savoir, est-ce que l'ordinateur quantique tel que vous l'avez présenté présente des risques à ce sujet, ou est-ce que c'est subodore des choses qui vont beaucoup trop loin? Alors effectivement, le calculateur quantique menace aussi la blockchain. Alors sous deux aspects, c'est que comme il menace les algorithmes de signature, il y a une partie du système qui est directement menacée. La deuxième, c'est qu'une des façons de réaliser des blockchains est d'amener ce qu'on appelle des preuves de travail. Et donc on veut que telle action dans la blockchain corresponde à une quantité significative de calcul. Bon, la quantité significative peut être significativement diminuée. Donc je pense que tout ce qui est blockchain doit aussi se poser la question d'une migration vers de la cryptographie post-quantique pour l'utilisation vraiment classique de cryptographie et revoir sérieusement l'architecture afin de tenir compte d'une potentielle puissance de calcul. Par rapport au point que vous mentionnez, s'il y a une réelle volonté, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une volonté très très forte de nombreux États d'avancer, et c'est juste la technologie qui est très complexe à mettre en place, mais je pense qu'on ne peut pas douter de la volonté de nombre d'acteurs d'améliorer significativement et rapidement les capacités de calcul quantique. Je vous sens moyennement convaincu par la réponse. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais revenir sur le dernier point, sur ce qui est pour mettre à jour les systèmes sécurisés. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de solutions qui existent actuellement sur des solutions post-quantiques? Comme je vous disais, sur le post-quantique, on propose déjà chez Thales des équipements qui soit embarquent de la cryptographie post-quantique, soit sont capables de s'interfacer
avec des systèmes de distribution quantique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et aussi à regarder ce que les autres sociétés sont capables de proposer, dans la mesure où on commence à avoir pas mal de communication dans le domaine. Et aussi, soit mener en interne, soit vous faire accompagner par des experts sur une réflexion profonde de comment protéger mon architecture au-delà de quel équipement vais-je remplacer par quel équipement, quel algorithme va remplacer quel algorithme. Mais c'est une tâche qui est forcément éminemment complexe et qui dépend complètement à la fois des use cases de vos systèmes et des différentes contraintes techniques qui s'y rapportent. Il n'y a pas de réponse directe et simple. Eh bien, merci à tous.